debout là-dedans. Bienvenue pour un lâcher solo un tout petit peu particulier. Comme vous voyez, on n'est pas dans le bureau à la maison. On est un petit peu en extérieur. On est à Châteaudun, sur l'ancienne base de l'armée de l'air, dans un hangar qui a dû abriter des tas d'avions marrants. On est là parce qu'on a rendu visite à des gens qu'on avait envie de revoir depuis très longtemps. Parce que, bah voilà, on va vous parler d'une machine qui, pour moi, est importante. Vous l'avez reconnu, c'est le Grumman S2 Tracker, c'est le T15. On est avec nos amis de l'association de l'Amicale des avions anciens d'Alençon qui ont récupéré donc le T15 il y a quelques mois, qui le font voler maintenant en meeting. Ils sont en train de faire une opération de maintenance sur l'avion. Peut-être que cet après-midi, ça volera. Donc on aura des images de l'avion à mise en route, démarrage, décollage, atterrissage. On aura Alan, son pilote attitré, qui sera là cet après-midi. On va faire un tour de l'avion dans un premier temps pour vous montrer un peu les particularités, les spécificités de l'appareil. On va vous parler de sa mission évidemment, on va reparler un petit peu de son histoire, on va faire une petite émission spéciale tracker. On va se faire plaisir quoi. Voilà. On avance un petit peu. Alors, petit rappel historique, le S2 Tracker à la base, c'est un avion de lutte anti-sous-marine qui a été conçu pour l'US Navy dans les années 50. Le premier vol est en 1955 à peu près. L'avion a fait une carrière militaire très honnête, mais sans haut fait. Il a un petit peu participé à la guerre du Vietnam. Il a participé à la guerre des Malouines, mais pas pour des missions de première ligne. Au Vietnam, il y a quelques avions qui ont été perdus sur accident. Je crois qu'il n'y en a aucun du fait de l'ennemi. C'était des patrouilles pour surveiller les sous-marins soviétiques qui venaient tourner autour des flottes américaines. Ça a été des missions de largage de mines. Mais ce n'est pas un avion qui a eu des hauts faits d'armes. En 1970, au Canada, qui était un utilisateur du Tracker, ils se sont séparés de leur porte-avions, ils avaient moins besoin d'avions embarqués. C'était un avion qui pouvait faire de la patrouille maritime à partir de bases terrestres, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ils en ont gardé un certain nombre. Mais comme ils n'avaient plus leur porte-avions, ils ont décidé de se séparer d'une partie de leur flotte. À ce moment-là, les opérateurs feux de forêt canadiens ont commencé à s'intéresser à la machine en disant « voilà, l'avion est retiré du service, est-ce qu'on peut, nous, exploiter cet avion? Comment ?» Et ils se sont intéressés à la machine. C'est la province de l'Ontario qui est la première à jeter son dévolu sur le tracker, a fait des tests pour savoir si l'avion était opérationnellement intéressant pour ce genre de mission. La réponse a été oui. Un premier avion a été transformé et rentré en service avec l'Ontario, et l'histoire du tracker Bombardier d'eau naît en 1970. Pour la petite histoire, aux alentours de ces années 70, le premier avion transformé en bombardier d'eau, le premier tracker transformé en bombardier d'eau, a volé ensuite en France. C'est le fameux T01 qui est actuellement en restauration aux ailes anciennes de Toulouse. C'est un avion qui est passé donc par l'Ontario, qui après a été racheté par Connair et puis après donc livré à la France. Alors, le Tracker est à la base donc un avion de lutte anti-sous-marine, c'est un avion embarqué, c'est pour ça qu'on peut plier les ailes par exemple, même si là pour l'instant ça ne l'est pas. C'est un avion qui est relativement léger, il fait jusqu'à 13 tonnes en masse maximale au décollage, il fait aux alentours de 5-6 tonnes à vide. C'est un avion qui, dans ses missions feu de forêt, emmène 3200 litres de retardant. Important le retardant parce que c'est ce qu'on va charger au sol, c'est un avion qui n'écope pas. Et en France, il rentre en service en 1982. En 1982, la France veut développer ses moyens d'intervention. On a des Canadair, il y a des DC-6 qui sont rentrés en service depuis un certain temps. La France s'interroge, savoir s'il faut acheter des Canadair supplémentaires. Et puis finalement, la société Connair, qui venait de racheter des avions qui étaient entrés en service dans l'Ontario, est venue, toc toc toc, bonjour la France, on a un petit avion pas cher et vachement efficace. Est-ce que ça vous intéresse? Efficace? Ok, d'accord, mais surtout pas cher. Non, vraiment pas cher. Et c'est pour ça qu'on a eu, à partir de 1982, des trackers qui initialement étaient équipés de moteurs à piston et plus tard ont été remotorisés avec des turbines, des turbines PT6 A67AF de chez Pratt & Whitney Canada. Sur la particularité, sur le tracker Bombardier d'eau, il y a quelques petites spécificités à montrer qui sont amusantes, entre guillemets. Évidemment, la première chose, ici, vous avez la soute. Alors la soute, elle fait 3200 litres, elle est intégrée entièrement dans le fuselage. Et pour la petite histoire, ici vous avez l'ancienne entrée de l'équipage. Le tracker en configuration lutte anti-sous-marine, c'est un équipage de 4 hommes. 2 à l'avant, 2 dans la tranche arrière qui s'occupent des radars et des systèmes de détection.
Quand l'avion a été transformé en bombardier d'eau par Connair, pour pouvoir installer la soute et mettre les 3200 litres nécessaires, ils ont été obligés d'avancer au maximum la soute, si bien que ça a neutralisé la porte d'accès standard de l'équipage. Bon, alors de fait, comment on monte dedans? Eh ben, pour monter dans le tracker, il faut monter sur cette échelle, et on s'aperçoit que la première marche, elle est très haute. Je fais 1,85 m. Pour poser mon pied là, il faut quand même que je fasse déjà pas mal d'efforts. Ça, c'est une des particularités du tracker Firecat. Les trackers qui sont en service en Californie, eux, ont pu garder la porte équipage, mais il faut ramper dans un tunnel, c'est l'accès pas beaucoup mieux. Donc ici, on a la porte. L'ancienne porte, elle a été creusée. L'espace vide que vous avez là, il a une fonction qui est extrêmement importante. Au sol, ça permet de mettre le sac avec le lot de bord, les cales, etc. Mais une fois qu'on est en l'air, on l'enlève et on l'emmène avec soi dans la soute. Bon, c'est surtout que ça sert d'entrée d'air pour amener de l'air dans la soute au moment du largage pour pas qu'il y ait de phénomène de pompage. Ça veut dire que là, au moment du largage, il y a une grosse aspiration. Et ce qui permet aussi d'avoir un largage d'une certaine efficacité. Ça, c'est une vraie particularité du Connair Firecat. On va aller un petit peu plus loin. Ici, vous avez donc les capacités de remplissage. Ici, on recharge le retardant avec un raccord pompier. Et là, il y a possibilité donc de rentrer de l'émulseur. Au cas où remplissage à l'eau, pour avoir un largage moussant, on peut rajouter de l'émulseur. Vous avez aussi d'autres entrées d'air pour la soute. Plein en eau, ben voilà, sécurité civile évidemment. Une petite particularité ici, sur le tracker à moteur à piston, ici vous avez une roulette. Connair, pour alléger l'avion, ils ont mis juste un sabot. Parce que l'avion, comme on voit, il est un petit peu incliné, enfin une petite incidence au sol, qui fait que c'est assez facile de toucher la queue au décollage ou à l'atterrissage. On sait qu'au sein de la sécurité civile française, il y a eu des trackers d'origine canadienne, puisqu'il a été produit sous licence par De Havilland Canada pour les besoins de la Royal Canadian Navy. Et on a eu aussi des avions qui ont été construits par Grumman. Donc on a eu, nous, en France, les deux. Pour reconnaître un avion Grumman d'un avion De Havilland Canada, il y a une astuce toute bête. Il faut regarder cette partie-là. Là, ici, vous avez un carénage droit. C'est un avion d'origine américaine. Sur les avions d'origine canadienne, vous avez ici un espèce de découpage qui fait que le fuseau moteur, l'arrière du fuseau moteur est biseauté. C'est lié à l'utilisation qu'en faisaient les Canadiens. Ici, en fait, dans cette partie-là, arrière, vous aviez sur les avions américains du temps où ils étaient des avions de lutte anti-sous-marine, vous aviez tout ce qui était bouée acoustique qui était stocké ici et qui était largué par l'arrière. Les Canadiens n'utilisaient pas les mêmes bouées acoustiques et n'utilisaient pas l'avion dans les mêmes stratégies, dans les mêmes tactiques, si bien qu'ils n'avaient pas besoin de toutes les bouées acoustiques. Donc ils avaient fait un arrière de fuseau moteur beaucoup plus simplifié que les Américains. Alors, la dérive du tracker, il y a un système ici qui s'appelle la SERA, le Single Engine Rudder Assistance. En fait, quand c'est un avion embarqué. Donc un avion embarqué, il faut que ce soit sûr. Et par exemple, si on a une panne au décollage, il faut pouvoir réagir instantanément. Et bien, chez Grumman, ils ont fait un truc d'enfer. C'est-à-dire que vous avez un système automatique qui, en cas de panne d'un moteur, va compenser aérodynamiquement, automatiquement, le moteur en panne. Ça s'appelle la SERA et c'est cette partie-là. Ici, vous avez évidemment la partie gouverne de direction. Vous avez ici le compensateur. Mais vous avez toute cette partie-là qui est mobile. Et en fait, quand vous perdez un moteur, en fonction du côté où vous perdez le moteur, la SERA se met en place, elle se décale, elle compense donc naturellement la perte du moteur, ça évite de mettre du pied sur le moteur valide. Et en fait, ça fait un surcompensateur et ça marche très bien. C'est-à-dire que si on perd un moteur au décollage, la SERA se met en place tout de suite. Et en fait, finalement, au niveau du pilotage et des pieds, il y a très peu d'efforts à faire parce que l'avion est automatiquement compensé pour voler sur un seul moteur. Après, il faut vite rentrer parce que ce n'est pas une situation d'avenir. Alors, il y a eu quelques cas. C'est arrivé à un de mes contacts, Alain Huette, que je salue, qui, au décollage un jour de Marseille, avec ses deux moteurs parfaitement en marche, la SERA s'est déclenchée et il s'est retrouvé avec un avion qui n'était absolument pas contrôlable, qui était surcompensé,
qui était surcompensé et il s'est jeté sur la bout de piste qui lui restait, les deux pieds sur les freins. L'avion est parti un petit peu sur le côté, il y a eu des frais, mais l'avion a revolé. Je crois que c'était sur le T0 que ça lui était arrivé. Donc ça fait partie des spécificités de l'avion du S2, qui est quand même un avion pour les années 50, qui est un avion très novateur, qui apporte énormément d'innovations aérodynamiques, techniques. C'est un avion qui en remplace deux. À la base, la stratégie de la lutte anti-sous-marine au sein de l'US Navy à cette époque-là, c'était deux avions, un qui traquait la cible et un qui l'attaquait. Le tracker a été le premier avion à attaquer, détecter et attaquer la cible sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre. Puisque c'est pour ça qu'il y a une baie d'armement, que vous avez des sonobuoys, des bouées acoustiques dans les carénages. Donc c'est vraiment un avion qui était conçu pour faire les deux sans problème. Autre particularité intéressante, alors ça c'est une particularité de l'avion remotorisé. Dans les années 80, quand on reçoit les premiers avions à moteur à piston, très vite la décision est prise de passer à la turbine, à la PT67, donc il y a un gros chantier. Et ce chantier, il ne se fait pas par hasard, il est fait par la société Connair. Et ils avaient calculé que la différence de poids qu'il y avait entre le moteur à piston, donc le Curtiss-Wright R1820, le moteur, 18 cylindres, machin, il développait 1475 chevaux quand même, le bestiau, il pesait 655 kg. Si on décide de le remplacer par des turbines PT6, bon, le carburant est moins cher et la motorisation est plus simple parce que plus légère. Et on se retrouve avec des turbines la turbine seule, elle fait juste 230 kg. Pour la même puissance, enfin on passe de 1475 à 1425, donc on est quand même sur la bordure. Le problème, c'est que l'avion a été calculé pour un certain poids. Et en fait, quand on allège le fuseau moteur parce qu'on lui met une turbine, on change ses mouvements, on change les contraintes physiques qui portent sur l'aile. Et donc le constructeur a juste pensé à rajouter des réservoirs supplémentaires qui n'augmente pas tellement l'autonomie de l'avion. Le but du jeu, c'est vraiment pas comme sur un avion de combat d'amener de l'autonomie en plus. Non, c'est juste de maintenir la flexion globale de l'aile aux mêmes efforts que lorsqu'il y avait un moteur à piston sur l'avion. Donc, c'est pas pour augmenter l'autonomie, c'est juste pour maintenir la rigidité de l'aile et pour pas avoir des efforts structuraux qui pourraient être dangereux. Autre particularité donc du Grumman remotorisé cette fois-ci. Il y a quand même du carburant dedans, mais ça n'a pas rajouté d'autonomie. Ici, on a donc la turbine, c'est une PT6 67 AF. Alors sur le PT6, bon, tout le monde la connaît, c'est la turbine la plus connue, sans doute une des plus fiables au monde, modèle 67. Et quand vous avez le suffixe AF, ce sont des turbines qui ont été optimisées pour la lutte anti-incendie. Parce que en lutte anti-incendie, on ne laisse pas les gaz plein gaz tout le vol. On ramène, on bouge pas mal les gaz, donc il faut des calculateurs, des régulateurs à l'intérieur de la turbine qui puissent encaisser ce genre de mouvement. Donc c'est pour ça que c'est une PT6A67 AF. Hélice 5 pales. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à montrer, d'autre sur l'avion? On ira juste après à l'intérieur du cockpit, s'il y a un point très important, toujours dans cette histoire de garder l'avion dans ses masses et centrages. Vous avez ici des gueuses. En fait, l'avion a été alourdi du nez pour maintenir toujours une masse et centrage conforme à ce qu'était l'avion avant qu'il reçoive les turbines. On a rajouté du poids pour que l'avion reste équilibré. Voilà, ça fait une jolie petite bestiole. On en a utilisé 19 à la sécurité civile, entrée en service en 1982, puis la fin de service malheureusement en 2019. 3 événements ont entraîné le retrait de service de l'avion. Évidemment, début août, il y a eu l'accident du T-22 qui a entraîné la mort de son pilote, mais c'était une collision avec le terrain en situation pilotée. L'avion n'y est pour rien. Par contre, il y a eu une panne moteur à l'atterrissage à Cannes qui est restée très très longtemps inexpliquée. Et puis surtout, il y a eu la rupture du train d'atterrissage du T12 à Béziers qui a montré que ces jambes de train-là étaient corrodées et se corrodaient très très vite avec le vieillissement, ce qui a accéléré le retrait de service de l'avion qui était prévu pour 2022 et en 2020
face à la corrosion des trains d'atterrissage. Le constructeur, la sécurité civile ont dit bon, on n'insiste pas. On ne va pas rajouter 100 000 euros par jambe de train pour des avions qui vont être retirés du service dans 2 ans, ce qui explique le retrait de service. Alors le retrait de service, c'est fait pendant le confinement, donc finalement tout ce qui pouvait être organisé pour déplacer les avions dans les musées qu'on avait fait la demande, ça n'a pas pu se faire, donc ça a pris du temps. De fait, les attributions ont eu lieu, définitives ont eu lieu en 2023. À Alençon, ils ont récupéré le T15 parce qu'ils avaient dit nous, celui-là avait été identifié pour être maintenu en état de vol. Eux ont dit nous, on peut le faire. Et puis le T24 est parti à l'Amicale des Pompiers du Ciel et co-exploité avec le musée de Montélimar. Donc c'est les 2 qui volent aujourd'hui encore, et les autres ont été attribués à des musées, à des collections. Vous en avez à Toulouse, vous en avez à le T7 est en Ardèche, qui est encore anime dans un hangar qui est utilisé par une école pour que les apprentis mécaniciens aéronautiques aient un outil intéressant à exploiter, sur lequel s'entraîner. Et puis malheureusement, il y a 2 épaves, celle du T11 qui avait été retirée du service, donc le premier qui avait été retiré du service dès 2017 ou 2018, qui avait été déjà démonté, qui lui a été ferraillé il y a 15 jours avec le T12, l'avion qui a été accidenté à Béziers. Voilà le tracker, les grands détails techniques. En fait, donc on parlait d'échelle tout à l'heure, l'entrée des pilotes de l'équipage se fait par l'ancienne trappe de secours qui est là. On ira voir ça tout à l'heure. C'était une séquence qu'on a donc tournée avec Alexandre Sabéné, qui fait partie de l'équipe des Ground Frequency et qui nous accompagne régulièrement sur nos opérations avec Aérobuzz, etc., avec qui j'ai tourné quelques émissions aussi à l'Aéroclub de France. Donc je le remercie, Alexandre, et je le remercie aussi pour un autre point qu'on va détailler là. On va quitter le tracker quelques minutes pour vous expliquer comment on est allé à Châteaudun, parce que c'est une histoire qui se raconte, parce qu'on y est allé en machine volante. Alexandre, il est breveté pilote il y a depuis déjà pas mal de temps. Il a, je crois, aux alentours de 200 heures de vol maintenant. C'est un pilote relativement expérimenté en dépit de son jeune âge. De fait, quand je lui ai proposé de me servir de caméraman pour ce déplacement, il m'a dit on peut y aller en voiture, mais est-ce que ça ne dirait pas qu'on se retrouve à Toussus-le-Noble, on prend un avion, Châteaudun c'est une demi-heure, 40 minutes de vol, ça nous fera une sortie sympa. Allez, banco, puis alors bon évidemment, on n'a pas parlé de budget parce que là ça rend le reportage pas rentable, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser aussi. Puis c'était l'occasion de tester un avion que j'avais jamais testé, bizarrement moi j'avais jamais volé en PA28. C'est un Warrior qui est basé à Toussus-le-Noble, à l'aéroclub JOUS. Et l'aéroclub JOUS, c'est l'aéroclub qui est affilié à l'AFMAE. L'AFMAE, c'est le CFA des métiers de l'aérien. Et j'ai eu la chance, moi, il y a 2 ou 3 ans, de faire quelques reportages sur cet établissement scolaire qui forme les mécanos de l'avenir, qui forme aussi aux métiers commerciaux de l'aérien. Et j'avais été extrêmement bien accueilli par la direction de l'établissement. Là, de me retrouver dans leur aéroclub à Toussus, c'était une bonne surprise. Donc Alex me dit, on va prendre l'avion, on va décoller de Toussus assez tôt. Alors l'enfoiré, il m'a quand même fait lever à 6h du mat. L'autre point que j'ai trouvé amusant, c'est je ne connaissais pas l'aéroclub JOUS, je ne savais pas qui était Monsieur JOUS. En fait, en préparant l'émission, j'ai découvert qui il était et je trouve que ça mérite qu'on en parle quelques minutes. Cet aéroclub porte le nom d'un monsieur qui s'appelait donc Camille Georges Jousse, qui était, alors c'est un monsieur qui a fait 14-18, qui était mitrailleur, bombardier à bord des bombardiers de la Grande Guerre, et qui après a fait une carrière de mécanicien navigant chez Farman, à l'Aéropostale, enfin chez la TECOR, et après chez Hispano-Suiza. Il a volé sur Cousinaire Arc-en-Ciel avec Jean Mermoz, par exemple. Et puis quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, il est entré en résistance, et il a participé à l'organisation d'un réseau d'évacuation de pilotes et de mécanos vers l'Angleterre. Il a été arrêté par la Gestapo en novembre 1943, il a été déporté à Buchenwald et il a été exécuté lors de l'évacuation du camp le 21 avril 1945. Alors, face à l'arrivée des troupes américaines, les SS ont évacué une grande partie des déportés, et c'était des marches à la mort, c'est-à-dire que vous aviez des déportés qui étaient déjà dans un état de santé assez pitoyable, et les ont fait marcher quelques dizaines de kilomètres, et ceux qui tombaient par épuisement étaient froidement exécutés. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Jousse,
qui a donc été tué lors de cette marche à la mort. C'est pour ça que donner son nom, le nom de cette personne-là à cet aéroclub est une belle histoire et c'est pour ça aussi que je voulais vous la raconter. Et donc on est parti avec un PA-28 avec qui nous est arrivé une bricole. Je vous montre notre décollage et je vous raconte. 39 953, 25 droite autorisé décollage 230 degrés 7, 9 plus sortie ouest. Et novembre 31 953, on décolle, piste 25 droite, on rappelle la sortie. Arrive. Et tout est salle du Rotation. Sierra Alpha Bravo, rebonjour, la 07, la 25 droite pardon, est dégagée par ici. Alpha Bravo, roule équipé. Bon, pardon, bonne journée. On roule au quitte en blanc, bonne journée. Kilo Bravo, on est 2, 5 right, traffic takeoff, in possible, de 7 knots, traffic 28. T'as froid toi aussi? La porte est pas fermée? Si, elle est fermée, c'est juste qu'il doit y avoir un... Ah, il y a un jour énorme. Ah ouais? Ah ouais. Sinon, le haut, tu tires avec la main droite, la partie poignet, et tu en haut, avec la deuxième main, tu fermes, tu rouvres et tu fermes le haut. Ok, referme-le. Non. C'est bon? Non. Donc voilà ce qui nous est arrivé, un truc tout bête. D'ailleurs, là, on le voit sur cette image-là. En fait, la porte, on n'a pas su ce qui s'était passé au début. Elle n'était pas bien verrouillée. Et bon, on n'a pas flippé, mais c'était pas fun. De fait, et c'est là aussi où ça m'a rassuré avec Alex, c'est qu'on n'a pas paniqué. On est revenu se poser, parce qu'on est décollé, donc bon, voilà, un petit souci, on revient se poser sans problème. Moi, j'ouvre la porte. Une fois qu'on est au sol, évidemment, je fais pas ça en l'air. De toute façon, en l'air, on n'y arrivait pas. Je referme la porte. Alors, sur le PA-28, c'est la première fois que je voulais sur PA-28. Donc, en fait, c'était quelque chose auquel j'étais pas forcément très sensibilisé. Je connaissais pas les particularités de cet appareil. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de voler sur des Cessna ou des R400. Et c'est vrai qu'il y a deux verrouillages. Il y a un verrouillage en bas. Et celui-là, visiblement, il était bon. Et puis un verrouillage en haut, et le verrouillage en haut fonctionnait pas. On revient se poser, j'ouvre la porte, je referme bien en bas, je referme bien en haut, puis je pousse sur le haut de la porte pour voir si c'est bien engagé. Et comme je pousse relativement fort sur le haut de la porte, globalement, la porte ne bouge pas, donc je me dis ok, problème résolu. On redécolle. Ok. Alors bon STV à faire, la bonne sortie. Alors, je pousse la porte, ça bouge pas. Donc, Ouais, donc ça... 53, 25 droite, autorisé décollage 230 degrés 7, 9 plus sortie ouest. Novembre 53, on décolle piste 25 droite. On rappelle la sortie ouest. Attendu Charlie Fox, il y a des faisans sur la piste, ils sont vraiment pas farouches, faut faire attention. À quel niveau Charlie Fox 100 mètres avant la sortie qu'on vient de prendre là. Roger, merci beaucoup Charlie Fox. ouais, en fait, c'est juste qu'il y a un jeu énorme dans la porte. Ouais. Là, il y a encore un jeu? Ah ouais. Ouais, je passe mon doigt. Fox Victor, trafic sans contact, croise travers gauche 300 pieds, 200 pieds bas, pardon. Vous voyez, j'ai poussé un max et puis malgré tout, le jour s'est réouvert. Après le décollage, on a fait ce qu'on allait faire. On a fait un petit peu de vol en patrouille pour rien vous cacher. Voilà, on a été escorté sur une partie du voyage par un autre PA-28 qui n'est pas venu jusqu'à Châteaudun avec nous. Arrivé à Châteaudun, bon, tout le vol, j'ai regardé ce trou-là qui me paraissait bizarre. Mais comme on avait bien verrouillé le bas de la porte et qu'effectivement en poussant ça ne bougeait pas, on a continué le vol tranquille. On est arrivé à Châteaudun, on s'est posé, on gare l'avion, j'ouvre la porte, je regarde la manière dont le système est fait. Et en fait, vous avez un crochet comme ça en haut de la porte. Il y a un anneau dans le montant de la porte et le crochet vient dans l'anneau. En fait, l'anneau était décalé de quelques millimètres, si bien que le crochet, il venait pas se mettre dedans. Juste en bougeant l'anneau, en le remettant dans sa place, on a fait des essais et c'était verrouillé. C'était un non-événement, mais c'est aussi pour dire que quelquefois, quand on n'est pas habitué à un avion, on voit un truc comme ça et ça peut être gênant. On peut paniquer. Là, on n'a pas paniqué parce que ça semblait pas très très grave, mais c'est vrai qu'on peut après focaliser sur des situations comme ça et se mettre en danger collement pour un truc qui ne le mérite pas.
Mais bon, voilà, ça fait partie des petites anecdotes quand on vole sur des avions légers. Celle-là est marrante, elle est formatrice, ça nous a rallongé le vol. Voilà, tout simplement, effectivement. Après, bon, c'est vrai que comme quelqu'un l'a dit, au prix de la 100 LL actuellement, c'est pas très friendly au niveau du porte-monnaie de faire des allers-retours comme ça parce qu'on a une bricole. Mais bon, après, il y a le côté fun qu'il faut prendre en compte. Et le côté fun, il est quand même très très important dans ces histoires-là. Perso, j'étais très content de refaire un petit peu d'avion léger parce que ça reste quand même un truc un peu sympa. En fait, c'est quoi la différence entre un trader et le tracker? Et il y a même un troisième, c'est le tracer. Le tracker, c'est l'avion de lutte anti-incendie. Le tracer, c'est celui qui avait le radome radar, c'est-à-dire le prédécesseur du Hawkeye. Et le trader, c'est la version qui avait été optimisée avec un fuselage légèrement modifié pour recevoir des passagers pour pouvoir faire du fret, ce qu'on appelle le code Carrier on Delivery, c'est-à-dire l'avion de transport d'alimentation, enfin le courrier quoi, tout simplement, les quelques packs, ce que fait le C2 Greyhound maintenant. Le prédécesseur, c'était le trader, qui est une version spécifique du tracker. Oui, on parle surtout des deux versions qui nous touchent le plus, c'est-à-dire la version de lutte anti-sous-marine, mais aussi le bombardier d'eau. Mais il a eu un certain nombre de versions, dont ces deux versions-là. Alors, il y a le trader qui était vraiment un fuselage modifié, mais vous avez eu des avions, et je crois que celui-ci en fait partie, qui étaient des avions de lutte anti-sous-marine, qui ont été modifiés pour faire du transport de fret, ce qu'on a appelé les US-2. Et les US-2, je crois que celui-là est un ancien US-2. C'est des avions qui ont eu plusieurs carrières. D'ailleurs, le T-15, c'est un S2F1. Donc ça veut dire que c'est un avion qui a été construit avant 1962 et après il s'est appelé le S2A. Alors pour les amateurs de chiffres, il est immatriculé au sein de l'US Navy en tant que 147 559. Ça c'est son numéro d'immatriculation Navy. Il est construit en 1959 et il fait partie effectivement des avions qui ont été modifiés en US2A, c'est-à-dire des avions qui ont été légèrement transformés pour pouvoir accueillir quelques passagers ou un petit peu de colis pour faire du fret, tout simplement pour faire du transport. Cet avion-là, au cours de sa carrière militaire, il a été basé à Willow Grove, qui est une base qui se trouve juste à côté de Washington. Donc, elle était en Pennsylvanie, non, pardon, près de Philadelphie. Après, il est parti avec les Marines au Japon. Il a été basé à Alameda, ensuite en Californie, pour tout ce qui est alimentation de la flotte du Pacifique. Et c'est à Alameda, en 1981, qu'il a été mis à la retraite. Il a été stocké à Davis Monthan pendant 4 ans, et c'est à Davis Monthan que Conner, qui venait d'avoir le contrat de modification pour des avions pour la sécurité civile française, est allé récupérer l'avion, puisqu'il n'était pas stocké depuis très longtemps, donc c'était pas très simple, pas très compliqué à remettre en état. Il est racheté par Conner en 85, il part au Canada pour être modifié, il est livré à la France, à la sécurité civile en 1987 avec ses moteurs à piston. Il fait une saison comme ça ou deux. Il fait la saison 87, il fait la saison 88, puisqu'en septembre 88, il repart au Canada pour être équipé de moteurs, de ses turbines. Il est le deuxième avion livré à la France avec des turbines. Le premier, c'était le T-16 et le deuxième, c'était le T-15. Et il est de retour au sein de la sécurité civile en 1989. C'est un avion qui a une histoire aussi un petit peu particulière avec un certain 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ? Bon, il s'est passé 2-3 trucs du côté de New York et Washington, les livres d'histoire en parlent encore. Mais lui, ce jour-là, le 11 septembre 2001, il s'est posé train rentré à Cannes par un pilote qui s'appelait Régis Huillier, un ancien pilote de la patrouille de France. En fait, c'était un vol en fin de journée. Il avait son frère à New York, qui venait de voir à New York ce qui s'était passé. Il a été déclenché pour une mission normale, mais il était un peu perturbé par les images qu'il avait vues avant son décollage. Donc, quand il s'est posé à Cannes pour aller au ravitaillement, malheureusement, il avait juste oublié de sortir le train. Il s'est posé sur le ventre. Il a abîmé les pales. Il y a eu un petit peu de fond de caisse à revoir, mais en fait, l'avion a très rapidement été remis en vol avec des nouvelles hélices, a été convoyé jusqu'à Marseille ou Nîmes. Je ne sais plus dans lequel des deux endroits a servi pour sa remise en état. Et au bout de quelques mois, il a été remis en vol. Et il est là. Mais c'est un avion qui a une histoire avec le 11 septembre. Alors, il y a d'autres anecdotes avec le T-15, notamment que c'est un avion qui a été utilisé pour faire des essais d'un nouveau liquide hydraulique. Le domaine de vol habituel du tracker, de la sécurité civile, c'est 10-12 000 pieds max. Bon, là, il l'a emmené au flight level 200, donc
20 000 pieds, 6 000 et quelques mètres, pour voir si le nouveau liquide hydraulique était opérationnel. Je n'ai pas le résultat, je ne sais pas s'ils ont adopté ce nouveau liquide hydraulique, mais en tout cas, c'est le T15 qui a servi à ça. Donc, il est resté opérationnel jusqu'en septembre 2019. Il a été arrêté de vol au moment où le T12 a son accident à Béziers. Il n'a pas fait partie des avions qui ont revolé après. Il a été mis à la retraite donc le 13 février 2020 exactement. Il n'avait pas revolé depuis septembre. Il a été attribué à l'Amicale des avions anciens d'Alençon le 24 août 2023 et il a fait son premier vol le 10 octobre 2023 depuis Nîmes. Et puis après, il a été convoyé à Albert et depuis, il participe à un certain nombre de meetings. Par exemple, si vous étiez à Biscarrosse l'année dernière, c'est le T15 qui a fait la démo et elle était très sympa. Pourquoi ils sont à Châteaudun? Puisque si vous avez suivi les lâchers solo depuis un certain temps, on avait fait une émission où j'avais interviewé les gens à l'arrivée à Albert et on était resté dans l'idée que l'avion était basé à Albert. Alors déjà, pourquoi il est basé à Albert et pas à Alençon? À Alençon, la piste est un petit peu petite, mais elle serait suffisante pour y poser le tracker. Et puis je crois qu'il manque surtout de surface couverte pour l'abriter. Donc ils étaient à la recherche, l'association, l'amicale était à la recherche d'un endroit pour abriter l'avion. Ils avaient trouvé un abri à Albert dans un hangar où ils avaient un tarif défiant de toute concurrence, sauf que ce hangar a été vendu à la municipalité et la municipalité a présenté les nouveaux tarifs et ça passait plus. Donc ils ont prospecté et puis ils ont trouvé l'ancienne base de Châteaudun qui donc est désaffectée depuis 2021, qui est devenu un aérodrome civil, qui cherche à développer une activité civile et qui dispose de nombreux hangars avec une surface très importante et relativement très peu d'avions basés. Et donc, pour l'instant, les tarifs, si vous voulez baser votre avion à Châteaudun, sont très très attractifs. Et de fait, le T15 est depuis quelques mois basé à Châteaudun. Pour la petite histoire, la base aérienne de Châteaudun, c'est une histoire en elle-même. C'est une base qui est très ancienne. Par exemple, c'est une base qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été une base de la chasse française en 1940, mais qui a été ensuite une base allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, en juillet 1944, à Châteaudun, vous aviez des Messerschmitt 262 qui étaient basés à Châteaudun. Bon, ils ont été très vite remplacés par des avions américains. Après, c'est devenu une base de stockage. Elle servait à lisser les potentiels des avions de chasse de l'armée de l'air. Donc, sur la dotation, à l'époque, on avait vraiment beaucoup d'avions. Il y avait des avions qui étaient stockés et qui tournaient au sein des unités pour que tous les avions finissent par bouffer leur potentiel. C'était aussi un volet d'attrition pour les avions qui étaient détruits. Donc, tout ça était basé à Châteaudun. Il y avait aussi de la maintenance, plein d'opérations, et vous aviez à Châteaudun un escadron de convoyage dont les pilotes étaient chargés souvent de ramener les avions aux escadrons où ils étaient affectés. Eh bien, le hangar dans lequel est le T15 est dans l'ancien hangar de l'escadron de convoyage. Et juste à côté, maintenant, vous le savez, il y a Canopée, donc le musée local, qui malheureusement le dimanche où nous sommes passés était fermé, il n'y avait personne. Alors depuis, j'ai croisé des gens de Canopée qui m'ont expliqué pourquoi. Le musée ne fonctionne que sur des bénévoles et en fait, il est préférable de passer un coup de fil avant pour visiter Canopée, pour prendre rendez-vous, de façon à être sûr qu'il y ait un bénévole ce jour-là disponible pour vous accueillir. Bon, nous, on ne l'avait pas fait, tant pis. On va passer à un interview, celui de Alan Grégoire. Alan Grégoire est le pilote attitré du T15 pour les meetings aériens. C'est un ancien pilote de Transal de l'armée de l'air. C'est un ancien pilote d'aviation d'affaires. Et aujourd'hui, il est copilote sur Airbus A220 chez Air France. Bonjour Alan. Bonjour Fred, enchanté de te revoir. Moi aussi, pareil. On est où là? Eh bien écoute, là on est à Châteaudun. Maintenant on a basé le tracker T15 ici, dans ce très beau hangar qui est sur ta droite. Avec beaucoup de place pour accueillir cette grosse bête. Grosse bête, n'exagérons rien quand même. Alors, on est quand même sur une jolie bête. Voilà, on est dans le cockpit du T15, Exactement. donc du tracker. Alors je vais faire quelques vues du cockpit. C'est un cockpit d'avion standard, on va dire. C'est pas, Oui, y a tout rien à fait. d'extravagant. Avec des pendules, des aiguilles.
à Voilà. l'ancienne, comme on aime. Donc ici, bon, le contrôle habituel. On a... Oui, ici, en gros, il y a toute la partie pour piloter l'avion. Voilà. Voilà, tout simplement, tout ce qui est jauge carburant en bas, avec les transferts, ici Ouais. et là. Tu as Voilà. les boutons de largage qui sont là. Tu dois avoir Exactement. le sélecteur aussi derrière. Qui est ici, juste Alors, un petit peu plus à voilà. gauche. Tu as le sélecteur Voilà. là. Et voilà. Tout à fait. Et avec le panneau aussi d'indication ici concernant les trappes, si on arme ou pas le système de largage. Ici, on a donc les instruments moteurs, Tout à fait. les radios. Alors, il y a encore les radios pompiers, évidemment. Oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est pour le Trimble, c'est l'équivalent, en gros, c'est l'ancêtre du GPS. Ouais. Voilà, tout simplement, qu'on Et il y a n'utilise un mode pas. GPS ici, il me semble. Et ça, c'est la radio. Ah non, pompier. c'est une radio. Ouais, ok. tout à fait. Là, on a tout ce qui est feu, ici, le panneau pour percuter les extincteurs. Ici, le panneau d'alarme. Donc, comme tu l'as dit, les paramètres moteurs ici, avec de l'hydraulique également en bas. Ensuite, le boîtier de mélange pour la partie radio et navigation. Les trims ici. Et puis, Voilà. il y a un truc qui est quand même assez dingue, c'est ça. Tout à fait. Tout est Alors, en haut. Tout est en haut. Alors, Donc, toutes les manettes moteurs ici. Donc, avec les cut-off, hélice et du coup le couple là. Ensuite, ici, tout ce qui est pompe carburant, tout ce qui est autofiseur, pour mettre en route aussi les turbines, ignition, etc. Voilà. Les air intake aussi pour les volets d'entrée d'air des turbines. Ici, tout ce qui est contrôle électrique et contrôle, ici. et Voilà, un petit peu de feu ici. les feux de position. Là, on avait le système de moussant, forcément, qu'on n'utilise plus à l'époque pour le retardant. Et donc, sur les poignées, tu as les gaz qui sont Exactement, ici, avec les reverse. ici. Les C'est pour reverse, ça tu vas que- les chercher vers l'arrière. hein. En fait, il faut vraiment casser la poignée comme ça, tourner, et ensuite passer D'accord. en arrière pour passer en reverse. Et Il là, faut savoir t'as- qu'il faut des gants parce que ça glisse. Ah oui, c'est pour ça Ça que tu te vas fait un les peu chaud. Ouais, tout à D'accord. fait. Les rouges, c'est pour... Ça, c'est le cut-off, c'est pour le carburant. Ok. donc Mettre ça, le tu peux carburant pas. ou non. Et ça, c'est... Et ça, c'est pour manette hélice. et manette. Contrôler les hélices. Ici, on a les volets aussi. Voilà. Et tout devant, on a la manette du train. Voilà. Donc, sur un avion, tout ce qui est de plus simple. Et il y a un truc qui est très marrant, c'est les bulles, parce qu'on peut regarder Exactement. derrière. Et là, on voit Alex qui est en train d'essayer de me paparazzer. Bonjour Alex. Le petit rétro qui permet de voir si on a bien rentré les trains. Tout à fait. Bon, ça fait combien de temps que tu voles sur le tracker? Ça fait 2 ans maintenant? C'est la Eh bien, deuxième écoute, saison? tu nous as rejoint à Albert à l'époque pour le convoyage Ouais, de c'était cet ton premier avion. vol. C'était mon premier vol, exactement, sur le tracker. Ouais. Et Ouais. puis, donc, tu as fait quelques meetings. Je t'ai vu à Biscarrosse. Oui, alors Biscarrosse, on en a fait plusieurs. Hein. On a fait Biscarrosse, on a fait Jersey. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On en a fait plusieurs là sur les 2 dernières saisons. On est en train de préparer la saison de la cet saison. été. Ouais, Donc, où tu voilà. vas être un peu en Angleterre. Alors, tu as une trentaine de vols maintenant? Une trentaine d'heures? Oui, je pense à peu près, oui. Ouais. Alors, tout à tes fait. impressions de cet avion. Toi, tu es venu du Transal, tu es pilote de ligne, tu as fait beaucoup d'aviation légère, tu as quelques Ouais, heures de exactement. vol sur des avions de collection. Ton ressenti par rapport au pilotage du Tracker, c'est un avion qui est vif, nerveux, ou alors c'est une bonne vache placide? Mon ressenti, c'est l'avion qu'on voit derrière, là, le Transal. Ouais. Donc moi, j'en ai fait dans l'armée de l'air. Et à mon ressenti, c'est vraiment la même chose que le Transal. C'est-à-dire Ouais. que c'est vraiment un avion qui se pilote, un avion qui bouge malgré sa taille quand même, comme l'était le Transal. Un avion très manœuvrant, qui est vraiment très agréable à piloter. Moi, Ouais, j'adore. tu t'éclates. Franchement, c'est génial. Ouais. Tout à fait. C'est un avion qui tracte bien, qui accélère bien. Il plafonne un petit peu aux alentours des 200 nœuds. Oui, mais faut Mais- pas l'emmener plus. Mais franchement, on peut vraiment bien le bouger. Il est agréable à faire évoluer. C'est très sympa. En Les- plus, on agrémente avec le largage aussi qu'on fait en meeting. que vous avez Donc, ouvert. on a des très bons retours sur C'est un les truc que tu faisais pas, toi, tu larguais des paras, tout ça, de l'eau, ça Exactement. te change. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, donc, en fait, une super machine, t'es tombé amoureux. Oui, exactement. Voilà. Je l'étais déjà à l'époque, mais j'avais pas eu la joie de le piloter ni même de voler dedans. Et c'est vrai que de le découvrir et de le présenter en meeting, qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment génial. Tu De t'éclates. pouvoir le présenter comme on l'entend, monter sa démo, faire sa présentation et voilà. Et Bon, l'améliorer au fur et à mesure du temps avec les petits retours qu'on oui, a, parce qu'il etc. a fallu s'entraîner au largage, c'est un truc qui est particulier. Tout à fait. Puis on a eu la chance d'avoir Philippe Priou. Philippe qui nous a vraiment, forcément très bien Bah formé, oui, hein, forcément formé. et qui nous a beaucoup appris. Et ça a été vraiment un plaisir. Là, j'ai un super cadre. Il y a toi dans ton nouvel avion avec tes 2 anciens avions. derrière. Exactement. Ouais, ça fait vraiment battre mon cœur, ça. Ouais. Franchement, ça c'est sûr. Bon. L'avion actuel de meeting avec l'ancien de l'armée de l'air. Ouais, exactement. Ouais, bon. Bah, merci Alan. Bon, on essaiera de se croiser un petit peu dans la J'espère bien. saison. et Je compte puis- sur toi, Fred. Puis un de ces 4, on mettra en route et puis on ira faire un tour. Ouais, avec grand plaisir. Allez, à bientôt Alan. À Merci bientôt, beaucoup. Fred. Ciao.
Ouais, les manettes en haut, ça jette. Alors, je ne l'ai pas expliqué pourquoi, mais sur la console en fait originale, là, avant, ça n'existait pas. À cet endroit-là, sur le tracker en version anti-sous-marine, à cet endroit-là, vous aviez un gros radar. C'était la recopie des radars des 2 opérateurs qui étaient derrière. Donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas mettre les manettes de gaz en bas. Donc, comme sur un certain nombre d'avions, comme le Twin Otter ou comme d'autres, les manettes des gaz, enfin toutes les manettes moteurs, sont au plafond. C'est assez différent des autres avions, mais visiblement, l'adaptation d'un emplacement à l'autre est assez instinctif et ça pose vraiment très peu de problèmes. Donc voilà, c'est juste un coup de main à prendre. Et pour en avoir discuté avec de nombreux pilotes de tracker, en fait, il y en a un certain nombre qui pensent que pouvoir mettre sa main, accrocher sa main, c'est un petit peu comme vous avez des poignées sur les voitures. C'est une position qui est pas forcément si antinaturelle que ça. Et donc, c'est une position des manettes des gaz qui est assez appréciée d'un certain nombre d'équipages. Après, c'est peut-être pas unanime, mais en tout cas, les retours que j'ai eus, c'était ça. Bon, ce jour-là, l'avion a volé. Alors, il a fait juste un petit tour pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de carburant dans l'avion. Et puis, surtout, à Châteaudun, qui est en train de devenir une plateforme civile, manque encore un peu d'équipement, puis un certain nombre d'équipements de l'armée de l'air qui a disparu. En fait, il y a de l'approvisionnement en 100 LL, mais il n'y a pas d'approvisionnement encore en kérosène. Donc, l'avion ne pouvait pas faire plusieurs vols. Il y avait de quoi faire un vol, et puis de garder du carburant pour aller chercher du kérosène sur la plateforme la plus proche. Donc, c'est pour ça qu'il a fait qu'un seul vol. Et le vol a été dédié à une reprise en main pour Alan, et puis surtout pour emmener un des mécaniciens de l'association, qui est un mécanicien de la Sabena Technics, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le tracker, donc qui a une vraie compétence sur l'avion, et qui est un de leurs mécaniciens référents, et qui n'avait jamais volé sur le tracker, alors que c'est quelqu'un qui a passé ces 20 dernières années à les entretenir. Donc, c'était l'occasion de renvoyer la balle pour tous les bons et loyaux services qu'il avait rendus à l'avion du temps de la sécurité civile et donc désormais du temps de l'amicale des avions anciens d'Alençon. Et puis, puisqu'il a volé, alors là, ça va être beaucoup plus court. On a quelques images qui bougent et avec le son qui va bien. Le vol a été très court, c'est pour ça qu'on a assez peu d'images. Et puis en plus, comme la piste à Châteaudun est assez loin de là où on était stationné, c'était pas forcément évident à filmer. Donc bon, pour l'instant, on n'a que ces images-là à vous proposer. Mais bon, on va y retourner de toute façon. Voilà. Après, il faut voir comment va se passer la saison des meetings aussi. On sait qu'il y a des inquiétudes sur les livraisons de kérosène. Donc pour les gens qui travaillent sur les avions de collection, il va falloir travailler à l'économie. Et puis de toute façon, comme le prix au litre est assez élevé, tout ça fait qu'on va pas y avoir trop d'opérations rigolotes. Hein. Ça va être business. Une fois qu'on avait filmé ça, on est rentré à Paris et donc on a fait notre vol retour tranquillou et on va juste se passer le décollage. On voit quand même qu'en face que le taxiway il est vraiment pas du tout Après, entretenu. là c'est mort là. Ouais. Mais il y a quand même un potentiel de faire quelque chose avec. Il y avait le potentiel de faire une base aérienne à une époque. Ouais. Peut-être. Peut-être. Mais là, comme ils ont fait un champ photovoltaïque, c'est mort. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Oui, d'accord. Voilà. C'est parti.
écoutez, voilà, on a fait une petite heure, on vous a parlé un petit peu de tracker, on vous a montré des choses. On peut aller encore plus loin, hein, sur l'avion. Je pense qu'on retournera à Châteaudun tourner autour. Il y a d'autres personnes à interviewer, notamment les gens qui s'occupent de la maintenance. Il y a des trucs à ouvrir, des capots à ouvrir pour regarder l'intérieur. Bon bref, mais voilà, j'espère qu'on vous a montré quelques petits détails qui sont pas forcément évidents, qui montrent aussi... alors il faudra qu'on retourne en Californie pour tourner autour des avions du Cal Fire pour vous montrer les différences, mais quand je lis à certains endroits que... des Firecat qui volent en Californie modifiés par Conner, ça me fait bien marrer parce que vraiment c'est pas les mêmes avions, c'est pas les mêmes turbines, c'est pas les mêmes équipements, c'est pas le même aménagement intérieur, c'est déjà même pas la même façon de rentrer dedans. On a vraiment des avions qui sont différents, même s'ils partent de la même base, même s'ils ont tous les deux une gueule super sympa. Bon, on retournera autour du T15. Ils n'ont pas encore publié leur calendrier des meetings. Je sais qu'ils vont en faire quelques-uns en Angleterre, s'il y a du kérosène. De toute façon, quand on aura, maintenant qu'ils sont basés à Châteaudun, on connaît la route, on ira les revoir le plus vite possible. Je tiens à remercier donc la famille Audolan, qui est donc à la tête de l'association de l'Amicale des avions anciens d'Alençon. Thomas Salido, qui m'a prévenu que l'avion volait ce jour-là, qu'il y avait des gens autour de l'avion, donc ça valait le coup de venir les voir. Et puis Alan Grégoire, évidemment, parce que son accueil à bord du cockpit, vous avez vu, c'était plutôt sympa. Évidemment, Alex, pour m'avoir joué les pilotes, avoir eu la bonne idée d'y aller en avion. Et puis, on fera d'autres des manips comme ça. Alors, on n'ira peut-être pas forcément en avion, mais pourquoi pas. Voilà. Écoutez, on se voit normalement vendredi prochain, même heure, et puis on essaiera de vous raconter d'autres histoires aéronautiques amusantes ou pas. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et puis voilà. À la semaine prochaine, à bientôt.